Bonsoir, notre cher public en présentiel, notre cher public sur Zoom. On commence petit à petit à reprendre nos rencontres en présentiel. Je reconnais que c'est après 2 ans de repos chez soi et l'utilisation de l'ordinateur pour regarder et suivre les débats, c'est un peu un défi de réinviter les gens à retrouver les salles. Mais quand même, je suis très heureux que vous avez pris la peine de vous déplacer. Une belle journée comme ça donne envie de sortir de chez soi. Ce soir, nous avons programmé cette rencontre avec M. Adel Bakawan sans prendre en considération les élections irakiennes. Nous avons juste voulu te rencontrer à l'occasion de la sortie de ton livre « L'Irak, un siècle de faillite », un siècle qui ne se terminera peut-être pas bientôt, qui continue de 1921 à nos jours. Mais comme par hasard, ou ce n'est pas un hasard parfait, il y a eu les élections législatives en Irak et que cela va nous amener à ne pas se contenter seulement d'entendre Adel parler de son ouvrage, mais aussi on va lui poser des questions liées aux résultats de ces élections qui ont eu un taux de participation assez élevé, 41%. Et c'est vraiment très intéressant à observer et analyser. Adel, c'est un sociologue, directeur du Centre français d'études irakiennes à Paris. Je le prononce bien. De recherche sur l'Irak. De recherche sur l'Irak. Oui, c'est vrai. Et aussi, il est chercheur associé au Centre arabe. Alors, nous avons toujours eu le plaisir de collaborer avec lui, de publier ses études très riches, très bien informées, très bien analysées, et de le recevoir chaque fois il y a eu l'Irak sur le devant de la scène. Cher Adel, 30 minutes, et après, je reviens vers toi et avec notre cher public. Oui, merci Salam pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de... Juste une petite remarque. L'ouvrage, il est disponible derrière. Et après la séance, il y aura une séance de dédicace si vous le désirez bien. Voilà, et donc je disais, c'est toujours un grand plaisir de venir ici au Carref, c'est notre maison, où on se retrouve pour aborder les différentes problématiques qui nous intéressent en commun. L'Irak, comme tu l'as si bien dit, est au centre de toutes les affaires au Moyen-Orient. L'Irak n'est pas un tout petit pays, un tout petit pays à la fois quantitatif et qualitatif. Non, l'Irak, c'est à un moment donné été bien évidemment le centre du monde, n'est-ce pas? Le berceau de la grande civilisation. C'est en Irak que la civilisation a commencé. Les Sumériens, la Babylone, c'est là qu'on a écrit la première constitution à l'échelle humanitaire, n'est-ce pas? Et c'est là aussi, à l'époque des Abbassides, que Bagdad était la capitale, n'est-ce pas, du monde. C'est à Bagdad qu'on fixait les règles du système international. C'est Bagdad qui déterminait le fonctionnement du système international. Tous les chemins nous amenaient vers Bagdad. Et donc, parler de ce pays, c'est parler aussi de cette grande histoire, mais qu'on oublie souvent. Et qu'on oublie pourquoi? Parce que l'actualité est très, très dominante. L'actualité est brûlante. L'actualité est blessante également. Non seulement pour les Irakiens, mais aussi pour les pays du système régional, pour les pays du système international. La sécurité d'Irak
la stabilité d'Irak, le développement d'Irak a une dépendance directe avec la sécurité, la stabilité et le développement, non seulement des pays de la région, mais aussi des pays du système international. Autrement dit, on ne peut pas dormir ici tranquillement à Paris si Bagdad n'est pas sécurisé. On ne peut pas à Washington rester tranquille, avoir la conscience tranquille si l'Irak n'est pas stabilisé. C'est pourquoi l'Irak, comme un grand pays, 40 millions quand même, 40 millions, n'est-ce pas? Avec 67% de la population jeune, un des pays les plus jeunes sur la planète, et constitue pour moi une grande problématique à l'échelle moyen-orientale. Voilà. Et donc, à chaque fois quand je viens ici pour parler d'Irak, je parle de ce grand pays, de cette grande histoire, de cette grande centralité, de ce grand centre de gravité pour tout le monde. Alors donc, si tu me permets rapidement, puisqu'on parle de mon livre, Un siècle de faillite, qui est mal compris, parce que certains pensent que je parle de faillite économique, d'autres pensent que je me cache derrière des thèses nationalistes, mais en réalité, mon livre apporte d'autres thèses, d'autres réflexions, d'autres grilles d'analyse. Ce livre est à la recherche non pas de cette grande histoire, l'histoire de 3000 ans de Sumer jusqu'à les Ottomans ou la Perse. Non, je ne parle pas de cette histoire qui est tellement riche, on peut consacrer des livres et des livres à cette histoire. Moi, ce livre est consacré de 1921, plus précisément 23 août 1921, la date de la fabrication, non pas de l'Irak, je ne parle pas de l'Irak, je parle de l'État irakien. Il faut distinguer ces choses-là, parce qu'en fait, l'État irakien est une chose, l'Irak en tant que pays, en tant qu'histoire, en tant que civilisation, un autre. Il ne faut pas mélanger les choses. Le problème, c'est que parce que nous avons des grilles d'analyse nationalistes, partisanes, souvent ces deux thèses, ces deux problématiques, ces deux sujets sont mélangés, instrumentalisés, voire instrumentalisés ou capitalisés ou investis dans des luttes internes, voire externes. Dans mon livre, moi, je fais une séparation nette. L'Irak, en tant que pays, en tant qu'histoire, en tant que civilisation, et l'État irakien. Pour moi, l'État irakien a été fondé par Percy Cox, le Britannique, le 23 août 1921. C'est le jour où mon livre est sorti chez Talandier, le même jour. Et je crois, à ma connaissance, peut-être je me trompe, c'est le seul grand événement, si je peux le dire modestement, bien sûr, par rapport à cet anniversaire. Je n'ai pas remarqué, mes amis irakiens sont dans la salle, je n'ai pas remarqué des cérémonies, des grandes festivités, des grandes recherches, des conférences, des colloques, rien. En fait, on est passé complètement du côté de cet événement, comme si l'Irak n'a pas été fondé il y a un siècle. Et pourtant, ce moment-là a été un moment fondamental pour revenir sur ce siècle d'histoire, non seulement d'histoire au sens propre, mais l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle. Pourquoi en 2021, l'Irak, en tant qu'État, cette entité, est encore interrogée? Pourquoi cette entité étatique ne s'est pas définitivement imposée? Pourquoi à chaque fois, c'est ça la problématique de ce livre, pourquoi à chaque fois les Irakiens, entre guillemets, parce que je me pose la question si nous avons vraiment des Irakiens, pourquoi à chaque fois ces Irakiens se trouvent dans une impasse, dans une crise directement, cher Salam, c'est la légitimité de cet État est remise en cause. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est ça la problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme disait Lénine à un moment donné? Alors donc, pour répondre à cette question-là, moi, j'ai repris la trajectoire des trois grandes communautés, des trois grandes composantes de cette société irakienne.
bien évidemment la plus grande communauté. Les Irakiens préfèrent la terminologie de al-mukawinat, c'est-à-dire les composantes et non pas les communautés. Bref, composantes, communautés, la communauté chiite, la communauté sunnite et la communauté kurde. Et avec une méthode qui n'engage aucunement vraiment une appartenance identitaire. J'ai mobilisé toutes mes capacités sociologiques et épistémologiques pour prendre de la distance avec ma subjectivité, mon histoire, mon identité, parce que chacun quand même a une identité sociale, avec tous ces éléments pour produire une connaissance le maximum possible objectif sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est tout d'abord ce que j'appelle dans mon livre le péché originel. Le péché originel, c'est au moment où Percy Cox arrive à Bagdad. Quand je parle de Percy Cox, bien évidemment, je parle des Britanniques, la première occupation de ce territoire par les Britanniques. Comment Percy Cox se comporte dans le contexte irakien? Tout d'abord, vous avez trois composantes, trois communautés. La grande communauté chiite a un projet de la construction, non pas d'un État irakien, mais d'un État islamique. Voilà. Ils sont en pleine négociation avec les Britanniques pour mettre en place, pour fabriquer un État islamique. Parce qu'ils savaient, dans un État arabe nationaliste, ils seront une toute petite minorité. Or, en Irak, ils constituaient la majorité, n'est-ce pas? Et donc, pour traverser cette identité réductrice, c'est-à-dire l'arabité, et dans une arabité ou nationaliste arabe, ne pas devenir une toute petite minorité, ils ont bien évidemment développé un autre projet, à savoir mettre en place un État islamique. Ce qui a été refusé catégoriquement pour plusieurs raisons que j'ai expliquées dans mon livre, on n'a pas tant en 30 minutes d'y revenir, n'est-ce pas, par les Britanniques. Les Kurdes également n'avaient pas, absolument pas, la construction d'un État irakien. Eux aussi, ils voulaient un État national kurde. Et donc, chiites et kurdes qui constituaient tous les deux, les deux composantes de cette société, à peu près 75% de la population, leur projet a refusé catégoriquement par les occupants britanniques, par Percy Cox. Le seul qui a été retenu par les Britanniques, c'est la minorité sunnite, ou la communauté sunnite, ou on va dire d'une manière neutre, la composante sunnite de cette société irakienne qui avait la fondation d'un projet d'un État sunnite. Je sais que cette thèse est rejetée catégoriquement par les nationalistes arabes, voire par les nationalistes kurdes, parce que les nationalistes arabes et kurdes sont tellement opposés sur tous les sujets, tellement antagonistes sur tous les sujets. Sur ce sujet, ils sont d'accord à savoir que les sunnites voulaient un État arabe, un État nationaliste arabe et non pas un État sunnite. Personnellement, je pense que les sunnites n'avaient pas, en 1921, le projet de la fabrication d'un État nationaliste arabe. Ils voulaient vraiment un État sunnite. Et dans mon livre, je donne des données factuelles. C'est ça, c'est sur ces données-là que j'ai fondé ma thèse. Autrement dit, cher Salam, tu es devant deux grilles de lecture. Une grille de lecture qui projette ces prénotions idéologiques sur une réalité qui préexiste, n'est-ce pas? En 1921, on n'était pas là. Ça, c'est la première démarche, pourquoi pas? C'est la démarche des nationalistes, arabes ou kurdes. Et vous avez une démarche que je qualifie, si vous me permettez, scientifique. Autrement dit, travailler sur les données factuelles. Les données factuelles, qu'est-ce que c'est les données factuelles? C'est le nombre, par exemple, des sunnites qui ont participé, qui ont formé le premier gouvernement irakien. C'est le nombre des gouverneurs des provinces. C'est le nombre des postes occupés au sein de l'armée irakienne. C'est le nombre, par exemple, des inspecteurs. Ce sont des données factuelles chiffrées qui démontrent ce que j'appelle la sunnification de cet État irakien. Et qu'est-ce que la sunnification? C'est bien évidemment deux projets en même temps forgés et mis en place
Le premier, c'est la déchiification de l'État irakien. Et le deuxième, c'est la dékurdification. Qu'est-ce que signifie ces deux termes? Tu sais, Salam, l'État irakien a été fondé le 23 août 1921. Mais l'armée irakienne, la formation de l'armée irakienne a été fondée en janvier. Autrement dit, la formation de l'armée irakienne précède la formation de l'État irakien. C'est très, très significatif. Pourquoi? Parce que les Britanniques voulaient cette armée irakienne. Et pourquoi ils voulaient cette armée irakienne? Avec les 12 grandes divisions, la première division, elle s'appelait la division de Imam Moussa, pardon. Et pourquoi ils l'appelaient Imam Moussa? Parce qu'ils voulaient, au nom de Imam Moussa, mettre en place la répression radicale contre la communauté chiite. Okay? La première division de l'armée irakienne, on l'a envoyé à Najaf, à Karbala, à Nasriya, à Basra, pour écraser cette résistance sunnite. Et la deuxième de sunnites. De sunnites ottomanisés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les officiers sunnites qui étaient passés par la socialisation ottomane et qui avaient accès à l'éducation militaire ottomane et parfaitement intégrés dans cette armée ottomane. Et après la dissolution de l'Empire, ils sont rentrés en Irak, ils se sont intégrés dans cette armée irakienne. C'est sur eux que l'armée irakienne a été. Et la deuxième division, on l'a envoyée dans la province de Mossoul. L'objectif de cette division, c'était écraser le mouvement de contestation des Kurdes. C'est pourquoi les Kurdes, cet État irakien sunnifié, a été fabriqué sur le cadavre, si vous me permettez d'utiliser cette expression, des chiites et des Kurdes qui constituaient la majorité absolue de la société irakienne. Autrement dit, nous avons un État contre, comme je dis dans mon livre, contre le peuple, un État qui est fabriqué contre le peuple. Et de ce fait, lorsque la majorité absolue de cette société refuse l'adhésion à cet État, refuse l'intégration à cet État, l'inclusion dans cet État-là, comment cet État pourrait objectivement être sécurisé, stabilisé et développé? Objectivement, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. C'est pourquoi lorsqu'on arrive en 1958, il y a immédiatement un coup d'État. Un coup d'État par une nouvelle génération issue de l'armée irakienne qui refusait bien évidemment ce système de fonctionnement. Et qui est à la tête de ce coup d'État? Les Irakiens l'appellent cette grande révolution, le 14 juillet, d'ailleurs, le 14 juillet, c'est Abdul Karim Qasim. Qui est Abdul Karim Qasim? Pour aller vite, il me reste combien de temps? Bon, ça va, je suis dans le temps. Abdul Karim Qasim est le premier, pour moi, qui était le porteur de ce nationalisme irakien. Il refusait catégoriquement le nationalisme kurde, le nationalisme arabe, le communautarisme, le sectarisme, avec un père sunnite, une mère chiite, faili kurde. Donc, c'était vraiment lui-même, son histoire, c'était l'histoire de l'Irak. Et il avait pour slogan Al-Iraq Awalan, l'Irak d'abord. Et il est entré tout de suite et immédiatement en conflit avec la figure du nationalisme arabe, à savoir Jamal Abdel Nasser. Il ne lui a même pas donné le permis d'atterrir à l'aéroport de Bagdad lorsqu'il voulait passer. Il est revenu de l'Union soviétique, de Moscou, pour passer par Bagdad et ensuite entrer au... Non, il a refusé cette permission parce qu'il pensait que les deux grandes pathologies de cet État irakien, il le disait clairement, c'est le nationalisme arabe et c'est le nationalisme kurde. Pourquoi? Pour aller vite et le dire très très simple, les nationalistes kurdes ne reconnaissent pas cet État irakien. La légitimité du nationalisme kurde, où le nationalisme kurde a fondé son discours sur la légitimité de la fabrication, de la formation d'un État kurde unifié sur la totalité du Kurdistan imaginé. Et de ce fait, un nationaliste kurde ne peut pas s'intégrer
au sein de cet État irakien. Et d'ailleurs, par définition, son nationalisme kurde pense que l'État irakien est une fabrication. Est une fabrication britannique qui n'a pas le fond de légitimité ou légitime. C'est exactement comme les nationalistes arabes. Abdul Karim Qasem savait très bien que dans l'imaginaire du nationalisme et des nationalistes arabes, l'État irakien, dans le meilleur des cas, n'est qu'une province dans ce qu'il appelait les nationalistes l'État arabe unifié. Et cet État arabe unifié, qui a une nation arabe, et non pas une nation irakienne, ou saoudienne, ou qatari, ou émirati, cette nation arabe doit avoir son État du Maroc jusqu'à l'Égypte, et dans le meilleur des cas, l'Irak est une petite province de cet grand État. Voilà. Et c'est pourquoi il refusait à reconnaître l'indépendance de l'Irak en tant qu'État indépendant. Parce que leur objectif, c'était cet État. Et de ce fait, l'État irakien est toujours sacrifié à la fois par les nationalistes arabes et par les nationalistes kurdes. Le peuple irakien est toujours sacrifié à la fois par les nationalistes arabes et par instrumentalisé, mis au service. On est là, le peuple irakien est au service du peuple palestinien, le pétrole irakien doit être au service du peuple libanais, de la lutte au Yémen, en Syrie, je ne sais pas moi, au Maroc, en Tunisie, etc., en Égypte. Autrement dit, les acteurs nationalistes arabes mettaient ce pays-là, la richesse de ce pays, son identité, son territoire, sa richesse au service d'autres causes supranationales. Et c'est exactement pareil pour le nationalisme. Et de ce fait, l'originalité du discours d'Abdul Karim Qasem, c'est dans ce contexte, il apparaît et il nous parle de l'Irakicité, de l'identité irakienne. De l'adhésion à cette irakicité, de l'Irak d'abord, l'Irak pour les Irakiens, et qu'il se considérait comme un chiite de Bassoura, un sunnite de Bagdad et un kurde de Suleymanie. Mais malheureusement, la tragédie de Abdul Karim Qasem, c'est qu'il n'a pas pu transformer ce beau discours, ce discours excellent en un projet politique. C'est resté à l'échelle de slogans, de discours, de la théorie, des concepts, et peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps. Pourquoi? Parce qu'en 1963, il a été massacré dans un coup d'État terrible, lui-même et son entourage, par les nationalistes arabes. Il n'y a pas eu un seul survivant dans son entourage. Et on voulait même attacher ses yeux, il a refusé, il a dit non, vous voulez me tuer, je reste debout et je dois mourir debout. La dernière phrase qu'il a prononcée, il n'est pas Ash al-Umma al-Arabi al-Majida, mais Ash al-Araq. C'était ça. Il a dit je me sacrifie pour ce peuple irakien. Et c'était la dernière phrase. Et depuis ce moment-là, le nationalisme arabe revient au pouvoir de 1963 jusqu'à 2003. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui n'a pas? L'Irak, de son retour jusqu'à 2003, est passé par des guerres, par l'embargo, par la division interne. Lorsqu'on parle de l'État fragile irakien, pour moi, les conditions objectives de cet État fragile irakien ne commencent pas avec l'occupation britannique. Non, il commence à un moment où le nationalisme arabe, représenté bien évidemment, incarné dans la personnalité de Saddam Hussein, développe une stratégie, à savoir mettre la nation irakienne, le peuple irakien, les frontières de l'Irak, l'État irakien, la société irakienne au service d'autres causes supranationales. Alors, c'est par ce discours-là, par exemple, on déclenche une guerre civile contre la population chiite. C'est à l'époque de Saddam Hussein, la communauté chiite est passée vraiment par ce que j'appelle sans hésitation par le génocide.
Parce que là, dans certaines zones, les chiites ont été vraiment génocidés, parce qu'on voulait les massacrer collectivement et non pas individuellement. Et on est passé par le programme que tu connais très bien, l'infalisation du peuple kurde. Est-ce que tu as déjà vu, Salam, un président responsable avec le minimum d'éthique, de responsabilité, d'utiliser des armes chimiques contre son propre peuple? On l'a vu récemment, n'est-ce pas? Mais je voulais dire, dans les années 80, moi, je ne l'ai pas vu. Saddam Hussein était le premier président. Bachar al-Assad l'a suivi, l'a reproduit, peut-être. Mais celui qui a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, c'était Saddam Hussein. Et ensuite, le nationalisme arabe, une fois a fini sa guerre contre la République islamique de l'Iran et entré dans une autre guerre contre le Koweït, n'est-ce pas? L'invasion de Koweït en 1990, c'était une grande catastrophe pour le peuple irakien, pour l'État irakien, pour la société irakienne, pour l'histoire de ce pays. C'est à partir de ce moment-là, le pays est mis sur un l'embargo total, c'est-à-dire l'Irak est devenu un des pays les plus pauvres sur la planète. Un des pays les plus pauvres sur la planète. Je me souviens très bien, dans les années 90, les familles irakiennes vendaient leurs propres enfants pour avoir la nourriture. Et donc, jusqu'à 2003. 2003, c'est un autre moment qui est abordé dans mon livre en détail, à savoir l'occupation américaine de l'Irak. Là aussi, malheureusement, pourquoi je parle de l'occupation et je ne parle pas de l'invasion ou je ne parle pas de la libération? Pour une raison très simple. Je sais que je choque certaines élites irakiennes lorsque je parle élites irakiennes, chiites, comme sunnites, arabes, comme kurdes. Ces élites préfèrent que je parle de la libération d'Irak. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui est allé au Conseil de sécurité pour demander à ce Conseil de nous accorder, nous les Américains, le statut d'occupation et d'occupant en Irak. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont sollicité le Conseil de sécurité pour accorder aux Américains la présence américaine en Irak en tant que force d'occupation. Et donc, on ne peut pas parler de la libération lorsque le Conseil de sécurité accorde officiellement, avec la légitimité internationale, le statut d'occupation. Et donc, oui, l'Irak est occupé en 2003. Avec l'occupation, nous entrons dans une autre tragédie irakienne. Pourquoi? Parce que les Irakiens vont payer très, 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 très cher tous les échecs. Je ne dis pas l'échec, je dis tous les échecs américains en Irak. Tout d'abord, le premier échec, j'y vais vite, c'est la stratégie fabriquée par les élites de la Maison Blanche pour justifier l'occupation d'Irak. Le système d'argumentation était basé sur 3 éléments. Le premier, c'est que l'Irak dispose des armes de destruction massive. On sait très bien, dans les années 80, ce sont les Occidentaux qui ont livré ces armes à Saddam Hussein. Et on sait très bien, lorsque Saddam Hussein, le 16 mars 88, a utilisé ces armes de destruction massive contre leur peuple, les Occidentaux n'ont rien dit. En premier, les Américains, n'est-ce pas? Et ils le savaient très bien, ils avaient toutes les preuves. Mais en 2003, l'Irak ne disposait aucune arme de destruction massive. Pourquoi? Parce que dans les années 90, elles étaient toutes, sans exception, détruites par les inspecteurs des Nations Unies. Et donc, faux, le premier argument. Le deuxième argument, c'est que l'Irak de Saddam Hussein a du lien avec Al-Qaïda. 3 semaines après l'occupation d'Irak, George W. Bush lui-même, devant toutes les caméras du monde, a dit à ce jour-là, nous n'avons jamais eu et nous n'avons pas encore aucune preuve qui prouve le lien entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda. Et le troisième élément qui me fait toujours rigoler, c'est que le régime de Saddam Hussein est basé sur la dictature.
comme si les autres régimes du monde arabe, alliés stratégiques des États-Unis d'Amérique, étaient tous basés sur la démocratie, hein, les droits de l'homme. Voilà. Donc, ce n'est pas crédible. Donc, premier échec. C'est pourquoi, un mois plus tard, un mois après l'occupation, les élites de la Maison-Blanche changent radicalement leur logiciel. On passe de tous ces arguments. On n'a jamais parlé de ces arguments-là. Hein. Et on parle de quel récit? Le récit du nation building. On va construire une nation irakienne. On ne parle même pas de l'État irakien. On va construire une nation irakienne. Et vous savez qui parle de ce récit-là, de ce grand méga récit, la formation d'une nation irakienne? C'est Paul Brimard. Et ce Paul Brimard, 3 jours après son arrivée, je crois que c'est quelques jours après son arrivée pour ne pas... il voit que c'est la période de Ashura, commence la période de Ashura, n'est-ce pas? Et les chiites, par milliers, par millions, hein, ils vont vers Najaf et ils pleurent tous la mort de Hussein. À la veille, il y avait un attentat, il y a eu des morts. Et Paul Brimard appelle à un diplomate irakien pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils pleurent tous Hussein? Est-ce qu'il était mort dans l'attentat d'hier? C'est ce Paul Brimard lui-même, hein, avec cette connaissance de l'Irak, vient en Irak pour former la nation irakienne. 1 an plus tard, il abandonne, je n'entre pas dans les détails, hein, ce projet a échoué, il l'abandonne totalement et Paul Brimard, dans un hélicoptère, quitte l'Irak pour aller à Amman et prendre son avion en direction. Plus personne, aucun Américain, 1 an plus tard, vous parle de Building Nation, de la formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une résistance sunnite. Et il faut forger tout de suite la stratégie de la guerre contre la résistance, contre la terreur, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On confie définitivement les clés de cet État irakien, comme les Britanniques dans les années 20, à une composante de la société irakienne, à savoir les chiites. Voilà, les chiites, hein, d'où viennent alliés stratégiques des États-Unis d'Amérique dans cette guerre contre la résistance sunnite jusqu'à 2011. 2011, une autre stratégie, c'est un grand échec, indiscutablement, hein, fabriqué par Barack Obama, à savoir le désengagement honorable. Qu'est-ce que signifie le désengagement honorable? C'est qu'on est en 2011, on quitte l'Irak, les 140 000 soldats, on quitte pourquoi? Au nom de quoi? Au nom d'un autre mensonge, prononcé par le président des États-Unis d'Amérique, lui-même en personne. À ce jour-là, nous quittons l'Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak est une réussite exceptionnelle au Moyen-Orient. Une réussite exceptionnelle au Moyen-Orient. Stabilité, sécurité, développement, démocratie, les droits de l'homme, tous ces éléments prononcés par Barack Obama. 3 ans plus tard, nous avons l'organisation d'État islamique qui met en place le califat, hein, cette grande entité étatique considérée comme une menace pour l'humanité, n'est-ce pas? Juste 3 ans plus tard. Mais si l'Irak était, Monsieur le Président, cette réussite exceptionnelle de sécurité, de stabilité, de développement, de démocratie, des droits. Comment, juste au bout de 3 ans, l'organisation d'État islamique, Daesh, a mis en place cette grande entité qui a plié les frontières entre l'Irak et la Syrie et qui est devenue, et qui est considérée, qui était juste 3 ans plus tard considérée comme la menace, hein, pas une menace, comme la menace absolue pour la planète. Hein. Donc, ça ne tient pas. Jusqu'à 2019, l'arrivée de 2018-2019, la nouvelle stratégie de Trump, Donald Trump, c'est pire. La stratégie est pire. Pourquoi la stratégie est pire? Parce que tout simplement, je l'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai expliqué en détail dans mon livre, que l'Irak de 2003 à ce jour ne dispose pas, en tant qu'État, des infrastructures
autonome pour fonctionner d'une manière souveraine. Et si cet État est encore là, autant qu'entité étatique, avec des frontières reconnues internationalement, c'est parce qu'il y a ce que j'appelle la cogestion américano-iranienne de cet État. Si un de ses partenaires américano-iraniens se retire de cette cogestion, le lendemain, l'Irak se trouve dans l'impasse totale. Et c'est ce qui a été fait le 27 décembre 2018, lorsque Donald Trump se trouve sur la base Ain al-Assad, dans la province Al-Anbar, à 1h30 du matin, un dimanche, il dit clairement, notre présence en Irak a un seul objectif, à savoir surveiller les activités de la République islamique de l'Iran au Moyen-Orient. Le lendemain, c'était la panique totale à Bagdad. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien ce que signifiait cette phrase-là. C'est-à-dire que c'était la fin de cette cogestion américano-iranienne de cet État irakien. Juste quelques mois plus tard, tu as un grand mouvement de contestation, n'est-ce pas? Tu as un Premier ministre au mois de décembre, fin novembre, démissionne, Adel Abdel Mahdi. Et que l'État est dans l'impasse totale. On arrive au mois de janvier, c'est l'assassinat de général Qasem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis. Et l'État irakien, nous avons un Premier ministre qui quitte son poste et on est arrivé au mois de février, mars, avril, nous n'avons toujours pas un Premier ministre. Nous n'avons toujours pas un gouvernement. Nous n'avons toujours pas des ministères qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que la cogestion est rompue. Et de ce fait, l'État irakien a été bloqué. Et même avec l'arrivée de Mustafa Kazemi, jusqu'à ce jour-là, l'État irakien est toujours dans l'impasse. L'État irakien est toujours bloqué. Pourquoi? Parce que même avec l'arrivée de Joe Biden, la Maison-Blanche et les Iraniens, qui sont en négociation dans les coulisses à la fois à Bagdad et à Erbil, ne sont pas encore arrivés à un accord pour revenir à cette cogestion concernant l'État irakien. De ce fait, tu as, cher Salam, l'aéroport de Bagdad, sous la menace des roquettes, régulièrement, l'ambassade américaine, l'aéroport de d'Erbil, les différentes bases Ain al-Assad et Harir. Autrement dit, l'insécurité totale dans laquelle l'Irak se trouve à ce jour. Alors, je vais terminer par ce qui s'est passé ces derniers jours, peut-être quelques mots. Voilà. Donc, il y a eu des élections avant-hier, ce dimanche, qui changent probablement les rapports de force à l'intérieur du champ politique irakien. Pourquoi? Parce que tu as un Muqtada Sadr qui passe de 54 sièges à peu près, parce qu'on n'a pas encore les résultats d'une manière officielle, à 73 sièges. C'est un changement majeur. C'est un changement. Dans le camp des sunnites, tu as un Halboussi, actuel président de l'Assemblée nationale, qui n'avait que 6 sièges en 2018. Aujourd'hui, il passe à peu près à 36 sièges. Donc, pour un sunnite qui passe de 6 à 36, c'est vraiment un changement majeur. Et dans le camp des Kurdes, tu as un PDK qui passe de 25 sièges à 33 sièges. C'est énorme à l'échelle irakienne. Alors donc, nous avons des acteurs majeurs, Barzani, Sadr, Halboussi, dans les 3 communautés, qui montent en puissance. Et en même temps, nous avons des pro-iraniens qui étaient incroyablement puissants en 2018, grâce à un ensemble d'éléments objectifs de la guerre contre Daesh, la crédibilité au sein de leur base sociale. Il y a beaucoup d'éléments. Peut-être pendant le débat, on peut y revenir. Mais en 2021, c'est l'échec total.
C'est vraiment l'échec total. Hein. C'est la chute des pro-iraniens. Et en même temps, tu as un Qahani. Qahani, c'est celui qui remplace Qasem Soleimani, n'est-ce pas, à Bagdad depuis plusieurs jours. D'accord? Il surveille. Il surveille, il est là. Tout le monde est en alerte. Tout le monde est en alerte. Pour résumer, enfin d'une manière vraiment très, très synthétique, les mouvements nationalistes irakiens montent en puissance. Le mouvement de contestation, une grande majorité, boycottait les élections, quand même une tendance à participer à ces élections et obtient cette tendance-là à peu près 10 à 11 à 12 sièges, ce qui n'est pas rien. Hein. Halboussi et le PDK qui obtiennent des sièges très très importants. Les pro-iraniens en chute. Les partis traditionnels, par exemple, comme Abadi, Hakim, en chute totale. Hein, on parle de 4 à 12 sièges. Or, en 2018, ils constituaient vraiment la deuxième force, la troisième force au sein de l'Assemblée nationale irakienne. Pour dire des choses d'une manière très brève et synthétique, aujourd'hui, l'Irak est devant 3 scénarios. Le premier scénario, Muqtada Sadr a gagné les élections. Une fois il a gagné des élections, il peut dire « Ok, j'ai eu mon spectacle, j'ai fait mes preuves, je suis la force dominante dans le champ politique irakien, mais pour ne pas glisser dans une guerre civile, je vais faire des consensus. Des consensus, tout d'abord, avec les pro-iraniens. Parce que là, les pro-iraniens se sentent profondément blessés. Hein, profondément blessés. Et ils sont lourdement armés. Lourdement armés, 75 organisations miliciennes. On les a vus en Syrie. On les a vus, ils sont un peu partout, Yémen, Syrie, Liban. Avec des chars, des drones, des hélicoptères, avec des armes d'intelligence très précises. Ces armes, avec des grands camps militaires, par exemple une grande ville comme Jaffa Sakhr, totalement vidée de la population, est devenue un grand camp militaire pour les KH, les Kataib Hezbollah. Hein. Même le Premier ministre n'a pas l'autorisation d'entrer dans cette ville déplacée, une ville sunnite, totalement déplacée et transformée en camp militaire. C'est pour dire, voilà, Muqtada Sadr, j'ai gagné les élections, je vais négocier avec ces blessés pour ne pas glisser dans une guerre civile en nommant, par exemple, un Premier ministre pro-iranien, en acceptant la nomination d'un Premier ministre pro-iranien, mais restera bien évidemment sous ma domination. Le premier scénario, ce qui est probable parce qu'il y a, il ne faut pas oublier, la marjaïa d'Ayatollah Sistani, hein, qui refuse catégoriquement ce glissement vers la guerre civile et qui a bien évidemment la main lourde sur le champ politique irakien. Le deuxième scénario, c'est que Sadr revendique légitimement sa victoire, hein, et essaye de former une grande coalition avec Halboussi, le PDK, Kurdes et certaines minorités pour arriver à 165, 175 sièges et former le gouvernement. Voilà. Légitimement par la voie démocratique, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'en Irak, nous avons des élections, mais nous n'avons pas la démocratie. Mais bon, puisque les diplomates adorent que j'emploie ce terme, pourquoi pas, soit la démocratie irakienne. Donc, légitimement, et à ce moment-là, l'hypothèse d'un glissement vers la guerre civile est vraiment devant nous. Et devant nous, pourquoi? Parce que depuis hier, les pro-iraniens, les organisations miliciennes nous disent clairement, et même Hadi al-Amri aujourd'hui, le modéré parmi les pro-iraniens, a refusé catégoriquement reconnaître les résultats de ces élections. Voilà. Si Hadi Amri refuse,
c'est qu'il ne reste plus personne parmi le camp pro-iranien avec qui on peut négocier. Et donc là, le risque de la guerre civile est là. Et je te dis clairement, cher ami Salam, une guerre civile dans la maison chiite, parmi les chiites, entre les chiites, c'est tout simplement la fin de cet État irakien qu'on a connu depuis Perse Corse jusqu'à Paul Barima, jusqu'à aujourd'hui. Le troisième scénario, ce qui est également probable, c'est l'impasse. C'est l'impasse, c'est que nous ne passons pas par la guerre civile parce que c'est très dangereux, parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu, parce qu'il y a des pays du système international et du système régional qui refusent ce glissement, parce qu'il y a la marjaïa, donc pas de guerre civile. Et en même temps, on ne peut pas former un gouvernement parce que chacun, les pro-iraniens refusent à reconnaître ces résultats. Sadr, avec les Kurdes et les sunnites, par la voie, je dis encore une fois, démocratique, souhaite mettre en place son propre gouvernement et de ce fait, on n'arrive pas et on restera dans l'impasse. Et cette fois, cette impasse peut être vraiment durable et dramatique sur la vie des Irakiens. Eh bien, sur ce, merci beaucoup Adel, c'était très clair. Je vais revenir avec toi avant de prendre les questions de notre cher public à l'épisode d'Abdelkarim Qassem. Tu l'as décrit comme étant un nationaliste irakien qui a été renversé par les nationalistes arabes. Vu la nature des militaires et des officiers, des coups d'État, est-ce que le nationalisme irakien, voire le nationalisme arabe, n'étaient pas des prétextes pour des coups d'État de tyrans, de gens comme... Parce que moi, je doute fort, pas sur le nationalisme irakien de Qassem, mais sur le nationalisme irakien de Saddam. Ça se voit dès le début que le parti Baas, quand il a été dominé par les militaires, c'est devenu un outil de pouvoir. Et Qassem, il était plus ou moins du côté du communisme aussi. Alors peut-être que ce n'est pas le nationalisme irakien qui le guidait, c'est plutôt l'internationalisme. Oui, alors donc c'est un des chapitres très 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 longs de mon livre, hein, le Parti communiste, vraiment. Un retour, si tu me demandes là, le chapitre préféré de mon livre directement et sans aucune hésitation, comme j'ai dit à un média et à un journaliste irakien, c'est le chapitre qui traite le Parti communiste, parce que c'est une histoire très très riche. Alors donc, Abdelkarim Qassem, c'est vrai, il était très, très proche pendant la première partie de sa gouvernance du Parti communiste. Pourquoi? Parce que le Parti communiste était la seule force politique qui adhérait à son irakicité. C'était la seule force politique qui refusait à la fois le nationalisme arabe et le nationalisme kurde. Mais en même temps, Abdelkarim Qassem était parfaitement conscient du danger de la dimension supranationale du Parti communiste. C'est pourquoi, pendant la première partie de sa gouvernance, il instrumentalise la popularité, les organisations politiques, les syndicats, les mouvements sociaux qui dépendaient du Parti communiste pour installer son pouvoir, mais aussi développer son discours sur l'irakicité. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de 1959, début 60, il prend de la distance avec le Parti communiste. Il décompose déjà ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Hashd al-Sha'bi. À l'époque, il s'appelait Al-Muqawama al-Sha'bi. C'était une organisation milicienne du Parti communiste. L'histoire des milices remonte très très loin, des années 50. Le Parti communiste a formé cette Al-Muqawama al-Sha'bi, cette résistance populaire pour protéger Qassem contre les appareils militaires, sécuritaires de l'État. Parce que Qassem, il a adopté pendant un an
la financer, entraîner, accompagner, etc. Mais petit à petit, il prend de la distance avec, il décompose d'abord le Muqawama al-Sha'biyya, la résistance populaire, et ensuite, il élimine tous les leaders communistes à la tête des syndicats, des mouvements sociaux. Il les élimine physiquement? Non, 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 il les exclut. Il les exclut, je vais employer le mot exclu. Il les exclut, et même au sein de l'armée irakienne, et à un moment donné, il avait nommé des grands cadres dirigeants du Parti communiste avec à des postes clés au sein de l'armée. Eux aussi, il les exclut, hein, il les envoie dans des villages perdus de la République irakienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Parti communiste, à un moment donné, est perçu par Abdelkarim Qassem comme une menace pour son discours sur l'iraquicité. Et donc, oui, je reprends ce que tu dis, c'est vrai, dans le contexte moyen-oriental, tous les acteurs peuvent instrumentaliser les référentiels idéologiques, mais cela ne peuvent pas, par exemple, nous empêcher à ne pas prendre en compte le corpus idéologique, du discours, du récit développé par ces acteurs. Je suis d'accord avec toi que Saddam Hussein a pris de la distance à l'état pratique, bien évidemment, à l'état pratique avec le nationalisme arabe. Mais lorsque tu analyses la totalité, la globalité de son discours, de son corpus, de son référentiel idéologique, il nous renvoie directement toujours vers le nationalisme arabe, à sa version, bien sûr. À sa version. Et pour remonter un peu plus dans le temps, le choix des Britanniques de donner le pouvoir plutôt aux sunnites qu'aux chiites, c'est seulement lié à la question que les chiites demandaient un État islamique? Non. Non, parce que tout simplement, c'est beaucoup plus complexe et cette complexité est analysée en détail dans mon livre. C'est que la communauté sunnite à 2639 jusqu'à 1921 parfaitement intégrée dans ce que j'appelle la socialisation ottomane. Grâce à cette socialisation ottomane, cette minorité, cette communauté sunnite a obtenu ce que j'appelle la raison d'État, la tradition étatique, le pragmatisme étatique, numéro un. Et par ce pragmatisme étatique, ce que les chiites et les kurdes n'avaient pas, lorsque les sunnites comprennent rapidement que l'ordre mondial a changé, que les Ottomans ne sont plus les maîtres du monde et que les Ottomans ne peuvent plus être les protecteurs de ces sunnites face aux Iraniens, face aux autres puissances internationales. Et ils ont rapidement compris que ce sont les Britanniques désormais les maîtres du monde par leur pragmatisme. Au moment où les chiites ont des valeurs religieuses, des valeurs idéologiques, s'engagent dans une résistance acharnée de 1914 à 1917, 11 mars 1917, la date de l'occupation de Bagdad par les Britanniques, la chute de Bagdad, les chiites ont donné à peu près 145 000 martyrs contre l'occupation britannique. Et donc, au moment où les chiites entrent dans cette grande résistance face à l'occupation britannique, les sunnites ouvrent leurs bras ouverts. Ils par milliers, ils font la queue pour accueillir les Britanniques à Bagdad. Et même avant leur arrivée à Bagdad, ils envoient leur délégation pour négocier déjà le futur entité étatique qui sera forgée en Mésopotamie, parce qu'à l'époque, on ne l'appelait pas Irak. Autrement dit, il y a énormément d'éléments en jeu pour que les Britanniques prennent l'option des sunnites et non pas chiites. Or, à la base, en 1914, lorsqu'ils sont arrivés, ils pensaient que l'OTAN est arrivé pour mettre en place une stratégie d'alliance avec la majorité chiite qui ne vont pas entrer dans la résistance parce qu'ils étaient opprimés et exclus, marginalisés, abandonnés, frustrés pendant plusieurs siècles par l'Empire ottoman. Or, les choses ne sont pas passées comme ça. Les chiites sont entrés au nom des valeurs religieuses dans la résistance, les sunnites parfaitement intégrés dans la socialisation ottomane et dans l'Empire ottoman, ils ont fait une alliance stratégique avec les Britanniques.
Et pour l'actualité qui annonce la victoire de Muqtada Sadr, bah, tu expliquais que ça provoque une réaction très négative de la part des amis de l'Iran ou plutôt les employés de l'Iran. Est-ce que Muqtada Sadr lui-même est très clair sur son détachement de l'Iran? Parce que pendant le mouvement populaire en Irak, il a changé de discours à plusieurs reprises. Il était anti-iranien, après il a dit non, après il a dit oui. Il n'est pas très clair sur... Et peut-être sur cette ambiguïté, il peut jouer en satisfaisant les Iraniens. La force de Muqtada Sadr, c'est ses contradictions. Voilà. C'est qu'il a un pas dans le gouvernement, un pas dans l'opposition. Il est pro-saoudien et pro-iranien. Il est à la fois anti-saoudien et anti-iranien. Il est officiellement anti-américain et tous les jours, son bureau politique se trouve dans la zone verte en pleine négociation avec les Américains dans l'ambassade. Il est le père des frustrés, des abandonnés, des marginalisés, des opprimés irakiens. Or, son jet privé a été acheté pour 25 millions de dollars, avec lequel il se déplace. Il est le territoire de toutes les contradictions du Proche-Orient. Le 12e élément, il faut le dire d'une manière objective, hein, la force de Muqtada Sadr ne s'arrête pas là. C'est la force de sa famille. C'est une famille dans la mémoire collective chiite est perçue comme la famille martyre. Oui, Le père a été assassiné par le régime de Saddam Hussein, un grand capital symbolique, numéro un. Numéro deux, il a parfaitement réussi à se présenter comme l'incarnation des classes marginalisées et exclues de la société irakienne. Numéro 3, et il faut le dire immédiatement, il était le premier chiite opposé militairement à l'occupation américaine en Irak dès le 2003, n'est-ce pas? On se souvient tous de l'épisode de l'armée du Mahdi, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, il faut le dire clairement, Muqtada Sadr est comme un acteur pragmatique et parfaitement en mesure de passer d'une contradiction à une autre contradiction sans que sa base militante d'être infectée ou impactée. Nous, on vient finir une enquête, une très, très, très longue enquête sur les jeunes irakiens dans les 3 provinces, à savoir Bagdad, Nasiriyah et Mossoul. Lorsqu'on interroge ces jeunes-là qui appartiennent à cette tendance sadriste, ils ont un discours vraiment tranché, à savoir, faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, mais ne pas critiquer Muqtada Sadr. Autrement dit, il est resté comme le sacré non interrogé. Comme Hassan Nasrallah. Bon, d'accord. Sur ce, je termine avec une dernière question. Je vous promets que je m'arrête après. Vu le pragmatisme de Muqtada Sadr, et c'est fort possible qu'il attend un peu, en respectant ton troisième scénario, c'est-à-dire impasse, mais impasse voulue, en attendant que les relations entre les États-Unis et l'Iran s'améliorent, qui n'est pas qui plus ou moins se prépare avec la présence de Bob Marley, avec la volonté de Biden de conclure avec l'Iran et avec la situation économique en Iran. Peut-être Muqtada Sadr compte sur ça, c'est-à-dire l'Iran et les États-Unis vont se réconcilier. Pendant les premiers jours de l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, on a remarqué une certaine volonté de Biden à trouver rapidement
un accord avec les Iraniens, je dis bien un accord avec les Iraniens pour diriger, pour reprendre la direction de l'Irak. Je ne parle pas d'autres accords sur le nucléaire, sur d'autres sujets, d'autres problématiques. Je parle juste local irakien. Il y a eu des négociations à Bagdad et à Erbil. Mais au fur et à mesure, Biden a pris de la distance avec cette volonté. Aujourd'hui, ce que j'observe personnellement, c'est que ni les Iraniens ni les Américains ne sont pas pressés à trouver un accord. Et malheureusement, encore une fois, les Irakiens vont payer très, très, très cher de l'absence de cet accord, de l'absence de cette volonté-là, la non-volonté américano-iranienne à trouver un accord pour diriger le pays. Et de ce fait, je pense que le scénario de l'impasse, j'ai passé ma journée à appeler les différents acteurs irakiens de différentes catégories, de différentes communautés pour comprendre un peu comment ils voient les choses. C'est très important de les interroger. Moi, je ne suis pas, cher Salam, ce chercheur qui considère les acteurs politiques comme des idiots culturels qui ne comprennent rien, avec qui on prend de la distance. Et que, pour moi, j'accorde une certaine crédibilité, surtout à des paroles, à des discours dans les coulisses. Ce qui se passe dans les coulisses est beaucoup plus important que ce qui se passe devant les caméras. Alors donc, ils confirment tous, sans exception, que cette situation américano-iranienne va peser terriblement sur la durabilité de cette impasse irakienne. Ainsi que toute la région. Ainsi que toute la région. Merci beaucoup, Adel. Si on prend les questions dans la salle. Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Mais si vous pouvez parler plus fort, et vous pouvez enlever les masques. Je suis triplement vaccinée. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et la présentation de votre livre. Moi, je ne suis spécialiste que d'histoire urbaine, mais je travaille sur l'Irak de la fin de l'époque ottomane jusqu'au début de la Révolution. Donc, le XXe siècle, c'est un peu mon siècle. Et j'ai beaucoup lu sur l'histoire de l'Irak tout court. Je me demande si je vous présentais l'arrivée des Ottomans, des Britanniques, comme un projet sunnite, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de projet, non pas de sunnite, mais de projet sunnite pour l'Irak de 1921? Parce que, d'ailleurs, c'est vrai, je fais une parenthèse, je me suis demandé, moi aussi, en mars cette année-là, pourquoi il n'y avait aucune célébration du centenaire de l'Irak, alors que par exemple au Liban, qui est aussi une création coloniale, il y a eu des fêtes l'an dernier. Enfin, c'était des fêtes un peu gâchées par la situation. Enfin, c'était quand même, il y a eu une célébration. Bref, malgré tout, je trouve que vous parlez de socialisation ottomane pour les sunnites. Mais fait, les sunnites, ils sont quand même depuis très longtemps en Irak. Si vous prenez par exemple les dynasties qui aujourd'hui d'ailleurs ont tout disparu, les Gaïlani sont au pouvoir en Irak depuis le Moyen-Âge. Ils ont un saint soufi extrêmement respecté, dont le sanctuaire n'est pas à Bagdad, il est au Kurdistan. Si vous prenez les Pachachi, ils sont déjà au pouvoir depuis Constantinople. Je ne sais pas moi, les Chavirchi, le natif de Bagdad sous les Ottomans, c'est le grand-père de Rifat Chavirchi qui est mort l'an dernier, l'arrière-grand-père plutôt. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que, bien sûr, ça correspond à un projet d'élite. C'est un projet élitiste, un projet élitaire. Et quand vous dites que les sunnites ont ouvert leurs bras aux Anglais, moi je dirais plutôt que c'est les Anglais étant très, très pragmatiques, ils avaient déjà une élite formée dans le sein des Ottomans, ils ne se sont pas emmerdés à aller chercher en plus des gens qui étaient des landlords, c'est-à-dire des grands propriétaires, avec des problématiques complètement différentes, qui avaient, alors bien sûr, qui étaient proches des Iraniens, etc. Mais si vous voulez, il y avait une sorte de vivier de dirigeants sunnites, proches des sunnites, parce qu'il y avait aussi quelques chrétiens dans le lot, ils les ont reconduits assez naturellement. Alors bien sûr, les sunnites n'ont pas dit non, mais je pense que ça correspondait plus à une structure politique déjà fonctionnelle et que, par exemple, alors là j'oublie un peu l'année, pour une spécialiste du 20e, je ne suis pas très bonne, mais l'année où Faisal a prononcé ce fameux discours, en plus Faisal,
le choix de Faisal, c'est pas n'importe quoi. C'est à la fois un sunnite, un hachémite, il n'est pas irakien, mais il a été le héros de la révolte arabe contre les Ottomans. Et c'est quand même lui qui, après avoir été brièvement en roi de Syrie, est choisi par les Britanniques, une sorte de consensus pour le mettre justement à la tête de l'Irak. Alors, il n'a pas été très bien reçu par les Irakiens, mais malgré tout, il arrive à pondre un discours, alors je crois que c'est en 22 ou 23 ou 24, au moment où il y a eu la loi sur le statut personnel, et il dit ce discours très célèbre, il n'y a plus de chiites, de sunnites, de chrétiens, etc. Il y a des citoyens d'un pays unifié, etc. Alors, bien sûr, c'est un discours from above, on peut dire tout ce qu'on veut sur le fait que de toute façon, la masse n'adhérait pas à ça. Et je veux dire qu'au point de vue, si on parle de projet politique, je pense que ce projet politique, il avait quand même une réalité de facto. Simplement, ce projet politique n'a jamais été embrassé ni approprié par une masse qui, elle, de toute façon, était tenue loin du pouvoir, loin des villes, loin des dispositifs dirigeants, parce que c'était une masse maintenue d'abord dans une ruralité, dans l'analphabétisme, enfin dans toute une série de ciboulées de choses qui faisaient que de toute façon, bon, c'est pour ça que voilà. Alors après, que ce projet politique ait été malmené avec, je crois qu'il y a eu 48 gouvernements différents, bon, et qui n'ait pas fonctionné, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une création ou d'une signification, d'une création sunnite en 1920. Ça me paraît un peu trop. Oui. Alors, donc, merci beaucoup pour cette intervention. Le deuxième chapitre de mon livre, justement, parle de la présence d'une élite sunnite qui disposait d'une tradition étatique de longue date, hein, et que cette tradition, comme je l'ai mentionné dans mon intervention, commence avec l'occupation. Je ne sais pas si cette terminologie est acceptée ou pas, en tout cas à débattre, l'occupation ottomane de ce territoire en 1639. 1639, entre 1500 et 1639, il y a eu plusieurs épisodes de guerre entre les Iraniens et les Ottomans, n'est-ce pas, la Perse et les Iraniens. Une fois, Ismaël Shah occupe, et ensuite c'est les Ottomans, et ensuite c'est les Iraniens, et ensuite, bon, la situation se stabilise pour les Ottomans à partir de 1639. De 1639 jusqu'à 1921, les clés de la direction de ce pays sont confiées à des communautés sunnites. Et dans cette longue histoire-là, par la socialisation ottomane, l'accès à l'éducation, l'accès à l'armée, l'accès à la culture, l'accès à toutes les ressources de l'État, il y a des élites sunnites forgées avec une grande tradition étatique et une mentalité étatique. Et il y a même un chapitre sur le pragmatisme sunnite. Et lorsque les Britanniques arrivent en Irak, il y a 3 projets. Il y a le projet des chiites qui était là. Tout d'abord, c'était le projet de la résistance. On est d'accord, hein? Il n'y a eu aucune résistance sunnite, ça c'est clair. Il y a eu la marge de la résistance, mais autant qu'une collectivité qui s'oppose, il n'y a pas eu cette. La résistance a été forgée, élaborée, conduite par la communauté chiite. Et d'ailleurs, l'occupation d'Irak ne commence pas par les territoires sunnites, commence par Bassoura, n'est-ce pas, par et sur la totalité du territoire chiite. Et c'est dans ce territoire-là que la résistance a été engagée, n'est-ce pas? Et donc, les Britanniques, c'est dans la situation qu'ils changent leur logiciel. Autrement dit, les Britanniques ne sont pas venus en se disant, à partir de Londres ou des Indes, pour dire « nous allons prendre les sunnites pour aliéner ». Non, au contraire, il y avait 12 écoles. L'école de Percy Cox et l'école de Winston Churchill au sein de l'administration britannique pour l'Irak, pour la Mésopotamie. Bref, je ne vais pas entrer dans ces détails, expliquer dans mon livre.
il voulait d'abord une alliance avec les chiites. Il pensait objectivement ces chiites, exclus à travers ces siècles-là par les Ottomans, seront naturellement l'allié objectif des Britanniques contre les Ottomans. Or, lorsqu'ils arrivent à Fao, la première résistance est mise en place par ces chiites au nom de la fraternité islamique. Mais à ce moment-là, les sunnites, par leur raison étatique, par leur tradition étatique, par leur pragmatisme étatique, ont compris le changement, le grand changement. C'est pourquoi ils ont accepté à collaborer, le mot collaborer, je sais dans la langue française, à coopérer. Et en même temps, les Britanniques avaient bien évidemment cet intérêt-là. Il y a eu 1300 officiers sunnites revenus directement d'Istanbul et de Damas en Irak, à Bagdad, pour s'intégrer dans cette armée irakienne fabriquée et forgée par Percy Cox. Et oui, je suis tout à fait d'accord et j'explique en détail que c'est une des raisons, ce n'est pas la raison, une des raisons qui explique cette collaboration sunnito-britannique en Irak. Merci. Bonsoir, je vous remercie pour votre conférence. Si vous voulez parler plus fort, s'il vous plaît. J'aurais deux questions. La première, c'est sur l'épisode de la guerre du Koweït. Oui. Vous savez justement dit que c'était un moment majeur de l'Irak et le point de départ de l'embargo et des famines organisées pendant une décennie. La question, c'est les Occidentaux, cette coalition à laquelle se sont joints les pays arabes, à l'époque, déjà, quel est votre regard sur cette période et à l'époque, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour éviter que ça ne dérape sur cette série d'enchaînements dramatiques qui ont mené à 2003. Et puis ma deuxième question, c'est sur le Irak de 2019. Vous parlez de la jeunesse et de la fin du professionnalisme, en tout cas des slogans non professionnels, voire nationalistes, qui étaient scandés dans ce mouvement de protestation. Quelles sont selon vous les perspectives l'Irak de demain, l'Irak de 2030, de 2040, est-ce que le professionnalisme sera encore prédominant ou est-ce que cette nouvelle génération, finalement, elle peut s'en débarrasser, même si bien sûr il y a encore beaucoup de ressentiments historiques, il y a encore beaucoup de... Parce que je vous pose cette question parce que quand on regarde un peu l'histoire de l'Irak dans les années 50, 60, 70, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, vous pouvez me dire, beaucoup disent qu'à l'époque, on ne savait pas si les voisins étaient sunnites ou chiites ou chrétiens. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais est-ce que pour vous, ça peut revenir cette belle époque, entre guillemets? Oui, deux questions importantes. Alors, la première question, bien évidemment, ce malheur irakien commence en grande partie, je ne dis pas entièrement, mais en grande partie à partir de ce moment-là, le moment d'occupation de Koweït par l'armée irakienne en 3 heures. En 3 heures, on a envahi ce petit territoire. D'ailleurs, aucun président irakien n'a jamais accepté l'indépendance du Koweït réellement. Jusqu'à aujourd'hui. On considère toujours le Koweït comme une province irakienne et historiquement, bien sûr, elle était une province irakienne. Enfin, c'était un petit territoire de la province de Bassoura. Donc, c'est même Abdelkarim Qasem l'a revendiqué. Même lui l'a revendiqué, sans parler de Saddam Hussein. Et même récemment, il y a certaines élites irakiennes, chiites d'ailleurs, qui développent le même discours que le Koweït. Le Koweït est une petite partie du territoire de la province de Bassoura et à un moment donné, ça doit revenir à la mère patrie. Voilà. Donc, oui, le malheur, ça commence par là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter ce malheur? Mais est-ce qu'on avait vraiment la volonté d'éviter ce malheur? J'ai un grand doute. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein, malgré, bien évidemment, son régime autoritaire, malgré l'utilisation des armes chimiques contre son peuple, malgré tout ce qu'on peut dire sur la nature de son régime, il a réussi à mettre en place quand même un système militaire très très puissant en Irak qui menaçait
les pays de la région, qui menaçait certaines capitales du système international. Il a mis en place un système sanitaire qui était dans les années 70 et 80. À l'exemple, un modèle pour le Moyen-Orient, il faut dire, par exemple, dans les années 70, 49% des médecins irakiens étaient des femmes. Les universités irakiennes étaient un modèle pour des pays du Moyen-Orient. Je me souviens, on venait du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, un peu partout, et on était fiers de faire des études dans les universités irakiennes. Autrement dit, l'Irak, après la guerre Iran-Irak, est devenu, est perçu et imaginé par plusieurs capitales comme une menace qui doit être éradiquée. Donc, éradiquée à plusieurs niveaux. Et Saddam Hussein est tombé dans le piège, si j'emploie la théorie du complot. Mais bon, enfin, les choses sont un peu plus complexes que cette thèse-là. Mais bref, les conditions objectives étaient là pour faire chuter Saddam Hussein et son régime. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Par exemple, on pouvait mobiliser un peu plus les institutions internationales pour convaincre Saddam Hussein à se retirer du Koweït sans engager le combat. C'est ce qu'on ne voulait absolument pas. Parce que Saddam Hussein, à la fin, il avait décidé, il était tout à fait d'accord pour se retirer du Koweït, mais c'était trop tard. Voilà. Ça, sur cet épisode, c'est un épisode qui n'est pas c'est un épisode qui n'est pas assez étudié à mon sens. Parce que c'est suivi de cet événement-là que l'embargo a été, n'est-ce pas, imposé à l'Irak. Et je pense à ce jour, personnellement, malheureusement, la communauté des chercheurs n'ont pas assez développé des recherches sur les conséquences dramatiques de cet embargo-là sur la société irakienne, là, qui va nous accompagner sur la durée. Le mouvement de contestation, rapidement, la grande force de ce mouvement de contestation, c'est que depuis 2003, pour la première fois, a fourni à ces sociétés irakiennes une génération qui n'adhère pas au communautarisme, sectarisme, tribalisme, nationalisme arabe, nationalisme kurde, etc., etc. Pour la première fois, vous avez une génération qui vous parle de l'État. Ils veulent un État parce qu'ils savent qu'en Irak, nous n'avons pas un État. S'ils demandent un État, c'est que l'État n'est pas au rendez-vous. Ils demandent une nation irakienne parce qu'ils savent que la nation irakienne n'est pas là. Et pour revenir à la première intervention, c'est que le roi Faisal, juste 3 mois avant sa disparition à Berne, en Europe, en Suisse, il avait écrit ce qu'on appelle Al-Muzakarat, ses mémoires, et dans ses mémoires, il commence par cette phrase que je n'oublie jamais, je l'ai mis dans l'introduction de mon livre: « Je vous écris avec un cœur rempli de tristesse qu'à ce jour-là, nous n'avons pas un peuple irakien. » C'est-à-dire, il voulait dire que je n'ai pas réussi à mettre en place un peuple. On a des chiites, des sunnites, des kurdes, des groupes, etc. Je vous écris avec un cœur rempli de tristesse qu'à ce jour-là, nous n'avons pas un peuple irakien. 3 mois plus tard, il meurt, il disparaît. C'est pour dire en 1933, il n'a pas réussi à mettre. Bref, cette génération-là est là. Cette génération est puissante. Cette génération a réussi à s'aimer le doute au sein de ces élites irakiennes, ce que j'appelle les nouveaux pharaons, qui pensaient qu'ils étaient durablement installés dans ce système politique irakien et qu'elles sont là pour diriger sur la durée cet État irakien. Pour la première fois, ce mouvement de contestation a réussi à s'aimer le doute au sein de ces élites, numéro 1. Numéro 2, ce mouvement a réussi à changer la loi électorale. Ce mouvement a réussi à changer pour la première fois depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui un Premier ministre, ce qui était sans précédent. On n'a jamais eu un Premier ministre qui démissionne. Le mouvement a
obligé ce Premier ministre à démissionner. Le mouvement a obligé à cet État irakien à se poser 250 millions de questions sur la corruption, la milicisation, etc., etc. Et ce mouvement a réussi, malgré le boycott des grands leaders de ce mouvement, à envoyer pendant ces élections-là d'avant-hier, à envoyer à peu près 11 à 12 candidats qui ont obtenu des sièges au sein de l'Assemblée nationale. Et le 28 de ce mois, je vais réunir les 13 leaders de ce mouvement de contestation en Irak pour une journée de réflexion, un séminaire sur l'avenir de cet État irakien. Et je pense une bonne partie de l'avenir de cet État irakien est dans les mains de cette jeunesse qui dirige ce mouvement de contestation. Il faut les accompagner, les aider dans le sens de ce que j'appelle l'intervention sociologique. Qu'est-ce que l'intervention sociologique en une phrase? C'est aider ces acteurs à prendre de la distance avec leurs pratiques de la vie de tous les jours et à augmenter leur capacité analytique de leur action, ce qu'on appelle la réflexivité. Merci. Il y a une question. C'est une question concernant. Plus fort, s'il te plaît. C'est une question Facebook qui concerne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que prévoit la constitution irakienne pour le Parlement ou les sièges? Est-ce qu'ils sont fixés en fonction des communautés, comme par exemple pour les accords de Taïf au Liban? Et pensez-vous qu'un jour, un État irakien basé sur la citoyenneté puisse avoir... C'est possible. Oui, alors tout d'abord, la grande différence entre l'Irak et le Liban, c'est que la constitution irakienne ne reconnaît pas le communautarisme. Par exemple, le poste du président de la République, qui est depuis 2003 traditionnellement accordé aux Kurdes, le président de l'Assemblée nationale aux sunnites, le premier ministre aux chiites, n'est absolument pas abordé dans la constitution irakienne. Au contraire, la constitution irakienne est une constitution vraiment idéale, typique, théoriquement, au niveau du concept, pour la formation d'une société basée sur la citoyenneté. Mais on sait très bien que dans les pays du Moyen-Orient, d'une manière globale, il y a toujours un grand écart, une grande distance entre l'écrit et la pratique. Ce qui détermine malheureusement la vie politique, ce sont les pratiques. Par exemple, au sein de ce système, aucune minorité dans la Constitution, on sait très bien que 50% des postes au sein de l'État irakien reviennent aux chiites, 25% aux sunnites, 20% aux kurdes et 5% des postes aux minorités. Et pourquoi 20% pour les Kurdes? Parce que tout simplement, ils ont le poste du président de la République. Alors tout ça, c'est des répartitions communautaires non reconnues par la constitution irakienne. Est-ce qu'il y a un espoir un jour de voir un état de droit, un état des citoyens, un état irakien tout simplement, enfin un état tout court? Moi, je pense que la grande chance, pour parler un peu d'une manière optimiste, on est toujours, le tableau est toujours noir, malheureusement c'est la réalité, mais je pense personnellement que l'Irak a une grande chance, à savoir l'identité irakienne. L'Irak n'est pas un pays arabe. Le titre, la République irakienne, n'est pas une République irakienne arabe, une République irakienne islamiste, une République irakienne kurde. Vous avez une République irakienne et le terme de l'Irakicité pourrait être le référentiel par lequel on peut passer pour forger un contrat qui nous permet de vivre ensemble. Autrement dit, nous ne sommes pas dans le contexte turc. L'État n'appartient pas à une ethnie, arabe, kurde ou d'autres ethnies. Vous avez un État irakien qui a une identité que j'appelle l'irakicité, qui donne cette chance à ces Irakiens chiites comme sunnites,
arabes comme kurdes, musulmans comme chrétiens, à se reconnaître dans cette identité. Le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, à ce jour, nous n'avons aucune force politique crédible, à part le mouvement de contestation, qui porte cette irakicité. Qui porte cette irakicité. Et si on a un espoir, cet espoir-là se trouve chez le mouvement de contestation et ses leaders qui refusent catégoriquement l'identité arabe aux Kurdes pour cet État irakien. Merci beaucoup Adel, merci pour cet éclairage assez riche et déprimant. Non, j'étais positif. À la fin, oui, mais au long de... ce qui est tout à fait normal parce que c'est la situation actuelle dans toute la région. On a toujours le plaisir de partager avec toi tes réflexions, tes analyses, même si maintenant, je vous invite bien sûr à suivre les activités du Centre irakien français pour des recherches sur l'Irak. Mais il nous réserve toujours à Adel la priorité pour venir parler chez nous et ça nous fait grand plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre pays de la région, tout près de l'Irak, qui n'est pas tout à fait content de la situation intérieure en Irak, qui est l'Arabie Saoudite. Ah. Okay. Alors, on va avoir comme intervenant Louis Blin, qui est historien et diplomate, qui va nous parler de l'Arabie Saoudite, de l'or noir à la mer Rouge. Et c'est à l'occasion de la sortie de son livre intitulé L'Arabie Saoudite de l'or noir à la mer Rouge, dans lequel il décrypte l'évolution d'un pays dont la stabilité politique, je ne suis pas certain, fait exception dans une région troublée. Voilà. Alors, ce sera le 19 de ce mois à 18h30 en présentiel et sur Zoom. J'invite notre cher public sur Zoom à faire un peu l'effort et sortir parce qu'il fait encore beau et ici, il fait très, très beau. Merci beaucoup et bonne soirée.